This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Okay, you can do this. I know. Carvana makes it so convenient to sell your car. It's just hard to let go. My car and I have been through so much together. But look, you already have a great offer from Carvana. That was fast. Well, I know my license plate and VIN by heart, and those questions were easy. You're almost there. Now to just accept the offer and schedule a pickup or drop-off. How'd you do it? How are you so strong in letting go of your car? Well, I already made up my mind, and Carvana's so easy. Yeah, true. And sold. Go to Carvana.com to sell your car the convenient way. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Poussière d'étoiles. Juste une petite chose, nous tenons à vous remercier énormément de tous les commentaires que vous faites qui nous permettent de poursuivre et de s'apercevoir que peut-être nous ne faisons pas ça pour rien et le partage c'est finalement quelque chose d'extrêmement intéressant et peut-être que c'est pour ça que nous sommes là. Partagez. Merci encore. Aujourd'hui, nous allons revenir un petit peu sur la complexification des choses, c'est-à-dire l'apparition de la vie, c'est ce qui nous intéresse le plus. Comment la vie est apparue? Vous vous rappelez de ces milliards d'étoiles avec ces milliards et ces milliards de planètes qui tournent autour? Aujourd'hui, Maxence va nous conter un petit peu les méthodes de recherche. Comment avons-nous réussi à trouver, grâce à l'intelligence, à l'observation, la présence de planètes autour d'étoiles? Et peut-être que bientôt on trouvera certaines planètes propices à la vie, peut-être comme la nôtre ou peut-être différentes. Bienvenue dans ce nouvel épisode et à bientôt. Dans cet épisode, nous allons reprendre notre voyage en quête de vie que nous avions laissé, si vous vous souvenez, il y a quelques épisodes. Rappelez-vous, nous avions découvert comment les atomes lourds avaient été rendus possibles grâce au balai cosmique prodigieux entre étoiles et trous noirs. Et puis, nous nous sommes rendus dans les gaz de nuages froids, observer comment ces atomes se complexifiaient pour former les premières molécules organiques, les acides aminés et des protéines. À la fin de ce voyage, une chose nous apparaît presque évidente, c'est que les mécanismes à l'œuvre n'ont rien d'extraordinaire. Ils semblent même plutôt universels. Nous sommes donc face à une immense forêt vierge, une potentielle infinité de planètes, dont 200 milliards rien que dans notre galaxie, qui n'attendent que d'être découvertes et étudiées. Mais ce fait, bien que porteur d'espoir, est d'autant plus déchirant que ces planètes nous sont pour la plupart inaccessibles. Mais si l'humain a une qualité, c'est bien celle de repousser toujours plus loin les limites du possible afin d'abreuver sa propre soif de connaissance. Procédons seulement par étapes. Avant même de pouvoir espérer trouver la vie ailleurs, faudrait-il déjà seulement pouvoir détecter la présence d'une planète sur laquelle elle pourrait émerger? Et là encore, faudrait-il pouvoir être en mesure de se renseigner suffisamment sur sa taille, sur sa masse, sur sa proximité avec son étoile? Ni trop chaud, ni trop froid, pour seulement espérer trouver les conditions propices au développement d'une vie telle que nous la connaissons. Mais qui peut vraiment se rendre compte de ce que ça veut dire vraiment d'identifier une exoplanète? Pour se représenter la prouesse qu'est la détection d'un tel astre, prenons par exemple Proxima du Centaure, notre voisine la plus proche. Une petite naine rouge qui se trouve seulement, entre guillemets, à 4,2 années-lumière, c'est-à-dire 40 000 milliards de kilomètres. Eh bien, cette distance qui nous sépare est à 500 km, ce que 500 km est à la taille d'un grain de sable d'1 millimètre. Je vais le dire autrement, imaginez que vous soyez à Paris et que je vous demande d'observer un grain de sable situé à Bordeaux, environ 500 km, et que dans tout ça, ce grain de sable n'émet autant de lumière qu'une simple ampoule de 100 watts. Vous allez me dire, comme dirait Willy, c'est du délire, impossible. Et bien pourtant, c'est exactement la même chose. Dans les deux cas, la taille et la luminosité apparente sont les mêmes. Mais attendez, c'est encore pire, car le but est de découvrir non pas l'étoile, mais s'il y a une planète autour de cette étoile. Alors admettons qu'une planète tourne bien autour de Proxima du Centaure et qu'elle soit semblable à la Terre. Eh bien, ce serait comme essayer d'observer autour de ce grain de sable à 500 km un point qui aurait la taille d'un cheveu. Et ça, c'est uniquement pour notre étoile la plus proche, je le rappelle. Certaines exoplanètes sont découvertes aujourd'hui à plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années-lumière.
Alors maintenant que vous vous rendez mieux compte, auriez-vous la moindre idée de comment identifier une planète? Alors n'hésitez pas à prendre quelques instants pour essayer d'intuiter par vous-même des hypothèses. La méthode la plus naturelle à laquelle on pourrait penser, c'est celle de simplement pointer un télescope assez puissant et puis de prendre une photo directement. Ça paraît évident, mais cette méthode, en fait, elle ne marche pas très bien pour deux raisons. L'éclat de la planète, dans un premier temps, est extrêmement faible par rapport à celui de l'étoile. Et puis, à la distance à laquelle on observe le système solaire, la planète va se retrouver très très proche, presque confondue avec l'image de l'étoile. La combinaison de ces deux phénomènes va faire que la planète risque d'être complètement noyée par le halo de lumière de l'étoile. Par comparaison, si un extraterrestre essayait de voir la Terre par exemple, elle serait 10 000 milliards de fois moins lumineuse que notre Soleil. Finalement, essayer d'observer une exoplanète directement, ce serait comme essayer de voir une luciole qui tourne autour d'un projecteur de stade de foot. Vous êtes ébloui par l'un au détriment de l'autre. Donc a priori, c'est impossible, mais ça nous y reviendrons plus tard. La première catégorie de méthodes, c'est celle qu'on appelle les méthodes dynamiques. Elle est basée sur un constat très très simple, vous allez voir. Si vous vous souvenez un petit peu de vos cours de physique, vous avez appris que deux objets exercent chacun l'un sur l'autre une force égale. Le meilleur exemple, c'est le couple Terre-Lune. La Terre exerce une force sur la Lune, qui la maintient en orbite autour de nous, mais la Lune exerce elle aussi la même force sur nous. Vous la voyez tous les jours, ce sont les marées. Et donc par extension, si le Soleil exerce une force sur les planètes, toutes les planètes exercent elles aussi une force égale sur l'étoile, sur notre Soleil, qui le fait bouger un tout petit peu, quelques mètres par seconde. Tout ça pour dire que le Soleil a un léger mouvement, une orbite qu'il effectue en environ 11 ans. Et c'est pareil pour chaque étoile pourvue d'une exoplanète. Et ça c'est génial, parce que si on arrive à voir les mouvements d'une étoile, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne autour. Mais en plus, vous allez voir qu'on peut déduire tout un tas de choses sur cette planète. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut déjà voir les mouvements d'une étoile. Et pour ça, il y a deux façons. La première à avoir permis la découverte d'une exoplanète autour d'une étoile de type solaire en 1995. C'est celle qu'on appelle des vitesses radiales. Elle a d'ailleurs été pendant longtemps la seule méthode existante, et même si aujourd'hui beaucoup d'autres existent, on lui doit malgré tout la découverte d'environ 800 planètes. Mais alors qu'est-ce que c'est que ces vitesses radiales? Depuis la Terre, une étoile pourvue d'une exoplanète, on l'a dit, va osciller. Et en bougeant, eh bien, elle va se rapprocher, puis s'éloigner, puis se rapprocher à nouveau, s'éloigner, etc., etc. Ces oscillations sont évidemment indiscernables à l'œil nu, et elles sont tout juste perceptibles par télescope, ce qui rend l'observation très très compliquée. Et donc pour cette raison, les scientifiques mesurent le spectre lumineux de l'étoile, une méthode qui est bien plus précise pour s'assurer justement de ces petites oscillations. Mais pour bien comprendre, à présent, je vais vous proposer quelque chose de pas banal. Nous allons écouter les étoiles. Puisque les ondes sonores et les ondes lumineuses dans ce cas précis se comportent de la même façon, disons que ce que vous allez entendre est la représentation audio de la lumière qui nous parvient de cette étoile. Voici donc le spectre d'une étoile. Un accord dans lequel chaque note est une longueur d'onde qui, ensemble, compose le spectre total émis par l'étoile. Maintenant, écoutons un autre spectre d'une autre étoile. Vous entendez quelque chose d'étrange. C'est un effet pourtant que vous connaissez bien, c'est l'effet Doppler. Ça veut dire que l'étoile a un mouvement. Repensez à une ambulance qui passe devant vous. Lorsque l'étoile se rapproche, le son devient plus aigu. Et puis, tout comme l'ambulance, à nouveau, lorsque l'étoile s'éloigne de nous, son spectre est de plus en plus grave. Ça, c'est sa représentation audio. Mais il se passe la même chose pour la lumière. Quand l'étoile se rapproche de nous, les ondes lumineuses se compressent et sa lumière se décale vers le bleu. C'est l'équivalent du son plus aigu. Et puis, quand elle s'éloigne, les ondes lumineuses s'étirent et se décalent vers le rouge. C'est l'équivalent du son plus grave. Quand on écoute ce type de spectre, c'est la preuve que l'étoile se déplace en raison de la présence d'une planète. Alors maintenant, on sait qu'on tient une planète.
Mais comment en tirer toutes les informations qui nous intéressent ? Sa masse, sa distance, etc. Pour ça, écoutons le spectre de 2 autres étoiles, toutes les deux pourvues d'une planète. Il n'y a pas besoin de maths pour comprendre que, a priori, il y en a une qui tourne plus vite que l'autre. Donc on en déduit la période de l'étoile. C'est le temps qu'elle met pour effectuer une orbite. Et par extension, c'est aussi le temps que met la planète à tourner autour de son étoile, parce qu'elles s'influencent mutuellement. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais à quoi ça sert de savoir la période de l'exoplanète ? Eh bien, cette fois-ci, on peut compter sur Kepler et sa 3e loi. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit quelque chose d'un petit peu compliqué, et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus la planète tourne lentement autour de son étoile, plus elle se situe loin de son étoile. Un exemple très simple, la Terre a une période de révolution d'1 an, et Neptune, qui se trouve bien plus loin, fait le tour du Soleil en 165 ans. Donc plus on est près, plus on tourne vite. Alors maintenant, réécoutons nos 2 étoiles. Maintenant, tout devient clair. La première a une planète qui orbite proche de son étoile, parce que la période d'oscillation est rapide. Et puis dans la 2e cas, la planète doit se situer beaucoup plus loin de l'étoile. Et ça c'est très intéressant parce qu'on peut savoir alors si la planète se trouve ni trop loin ni trop près, juste à la bonne distance, pour avoir par exemple de l'eau liquide. Ça c'est pas mal. Mais bon, si une planète est gazeuse, ça sert à rien. Donc pour savoir si elle est gazeuse ou rocheuse, il nous faut sa masse. Et ça, on peut également l'obtenir en tirant d'autres informations du spectre. Écoutez pour ça 2 autres étoiles pourvues toutes 2 d'une planète. Alors là, cette fois-ci, leur période est la même, elles tournent de façon identique. Mais vous entendez que, dans le 2e cas, les sons sont tantôt beaucoup plus aigus ou beaucoup plus graves que la première étoile, comme si tous les sons étaient amplifiés. Mais alors, si les sons sont beaucoup plus aigus ou beaucoup plus graves, ça veut dire que l'effet Doppler est beaucoup plus fort. Et si l'effet Doppler est plus fort, c'est que l'étoile se rapproche ou s'éloigne beaucoup plus vite de nous. Si l'ambulance passe à 50 km/h, vous entendrez le son plus grave que si elle s'approche de vous à 100 km/h. Autrement dit, si elle s'éloigne et se rapproche beaucoup plus vite que nous, c'est que la distance qu'elle doit parcourir pendant ce laps de temps est beaucoup plus grande. Donc pour faire simple, l'étoile bouge beaucoup plus. Et peut-être que vous avez déjà compris, la seule façon d'expliquer que l'étoile bouge beaucoup plus, c'est que la planète est plus massive. Parce que plus l'exoplanète est massive, et plus la force qu'elle va exercer sur l'étoile est grande, plus l'étoile sera attirée vers elle en quelque sorte. Pour résumer, plus une planète est massive, plus le mouvement de l'étoile sera grand. Un exemple très simple, la Terre, qui est toute petite, provoque un déplacement du Soleil de 9 cm par seconde, alors que Jupiter, bien plus grosse, provoque un décalage de 12 mètres par seconde. Maintenant que vous avez ces connaissances, juste avec vos sens, et votre ouïe là en l'occurrence, vous êtes maintenant capable de lire dans les spectres. Si vous écoutez le spectre d'une étoile comme celle-ci, il ne vous faut pas longtemps pour deviner que la planète qu'elle abrite doit orbiter très loin, mais doit être extrêmement massive. Sans doute, donc, une planète gazeuse comme Jupiter. Mais bon, tout n'est pas tout rose, et chaque méthode a son lot d'avantages et d'inconvénients. La principale, c'est qu'il faut être dans le bon axe, pour qu'il y ait un effet Doppler. Prenez par exemple un disque vinyle. Le centre représente l'étoile, et le disque représente le plan orbital, c'est-à-dire le plan autour duquel vont tourner toutes les planètes, comme les anneaux de Saturne. Imaginez que vous colliez un petit personnage quelque part sur le disque vinyle. Maintenant, mettez-le bien face à vous de façon à voir un beau disque et faites-le tourner. Votre petit personnage va se déplacer sur le disque, mais ni il ne s'approche ni il ne s'éloigne de nous, donc il n'y aura pas d'effet Doppler. Pour que ça marche, il faut que votre disque soit pile sur la tranche par rapport à votre œil, lorsque vous ne voyez plus que la fine épaisseur du disque. Et maintenant, faites tourner votre disque, et vous allez bien voir que le petit personnage
s'éloigne ou se rapproche de vous. Donc, pour faire ces observations, il faut être sur le bon axe. Mais ça, vous n'en savez rien. Vous regardez l'étoile et puis c'est un peu au petit bonheur la chance. L'autre inconvénient, repensez à Neptune, 165 ans pour faire le tour, ça veut dire qu'il faudrait observer une étoile 165 ans pour être certain qu'une planète tourne bien autour. Et puis aussi, si la planète est trop petite, le déplacement sera beaucoup trop faible pour être détecté. Donc, on va dire que cette méthode marche plutôt avec un certain alignement pour des plutôt grosses planètes et qui sont plutôt près de l'étoile, pour avoir des mouvements bien perceptibles et avec une période rapide qui va nous permettre de confirmer rapidement l'hypothèse. Et c'est d'ailleurs le cas de la première exoplanète qui a été détectée par cette méthode en 1995. Il s'agissait d'une géante gazeuse qui orbitait très très près de son étoile, en faisant le tour en seulement quelques jours. Mais c'est en train de changer. Actuellement, le télescope Espresso, par exemple, a un spectromètre de dernière génération et il arrive à détecter des oscillations de 10 cm par seconde. Souvenez-vous, la Terre induit un déplacement de 9 cm par seconde, donc nous sommes tout juste en mesure de détecter des planètes de la masse de la Terre. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'on utilisait le spectre de l'étoile parce que les déplacements de l'étoile étaient trop infimes pour être détectés par des télescopes. Mais je vous ai menti parce que, bien que resté hors de portée pendant longtemps, les dernières avancées technologiques rendent cette méthode maintenant possible. Et cette méthode, elle s'appelle l'astrométrie. Mais bon, c'est une méthode qui est encore loin d'être fructifiante et il faut dire que les obstacles ne manquent pas. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Aux infimes mouvements de l'étoile vont se superposer en réalité plein d'autres mouvements plus importants. Pour se le représenter, c'est très simple, tendez votre index face à vous. Maintenant, imaginez que votre doigt, c'est une étoile. Sauf que cette étoile, elle tourne autour de la Voie lactée. Donc l'étoile se déplace dans le ciel. C'est comme si vous faisiez monter votre main petit à petit. Alors si vous êtes en train de le faire, pendant que vous montez votre main, fermez alternativement un œil puis l'autre. Normalement, vous voyez que votre doigt doit bouger un petit peu, à gauche et à droite. Ça c'est parce que vos yeux ne sont pas à la même place. Et vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte, quel est le rapport ? Imaginez, vous êtes un astronome et vous pointez votre télescope sur une étoile. Vous prenez une photo, et puis 6 mois plus tard, vous reprenez une photo. Vous comparez les deux, et vous vous apercevez que l'étoile s'est déplacée. Mais en fait, c'est la Terre qui entre-temps a parcouru une demi-orbite, soit 300 millions de kilomètres. Donc vous l'observez depuis un endroit différent, un peu comme quand vous observez votre doigt de l'œil gauche ou de l'œil droit. Essayez d'observer les oscillations d'une étoile, ce serait comme d'essayer de voir les mouvements les plus infimes de votre doigt, alors que votre main est en mouvement et que vous clignez des yeux en même temps. Vous allez dire c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile et pour l'heure, une seule planète a été reconnue par la NASA comme découverte via cette méthode officiellement. Alors bon, si on a des méthodes plus simples, pourquoi se compliquer la vie, vous allez me dire ? Eh bien, ça vaut le coup de persévérer parce que cette technique, elle est pourtant très prometteuse. Un des immenses avantages qu'elle permet, c'est de déterminer avec précision la masse d'une planète, qui est un paramètre crucial pour trouver la densité d'une exoplanète. Voilà pour les méthodes qui consistent à observer les mouvements d'une étoile. Mais maintenant, nous allons passer à la tarte à la crème des méthodes, la plus connue du grand public, vous la connaissez sans doute, et puis la plus fructueuse, j'ai nommé la méthode des transits. Alors là, pour le coup, rien de plus simple, du moins en théorie. Il vous suffit d'observer la luminosité d'une étoile, et là encore, je vous propose d'écouter, plutôt, la quantité de lumière qui nous parvient d'une étoile. Jusque-là, rien de très intéressant, mais soudain, la lumière s'atténue légèrement. Et hop, elle remonte, pour revenir à son niveau initial. Voilà l'idée sur laquelle repose cette technique. S'il y a eu une diminution de lumière reçue, c'est que, tout simplement, quelque chose est passé devant. Exactement comme pendant une éclipse, pendant laquelle la Lune passe entre la Terre et le Soleil et vient bloquer la lumière. C'est donc la preuve qu'une planète est passée devant l'étoile. Alors, ces assombrissements passagers sont infimes, mais les instruments des astrophysiciens sont suffisamment sophistiqués pour les détecter. Vous l'avez compris donc,
Une fois qu'on a attendu que la planète repasse une deuxième fois devant l'étoile, on peut alors en déduire sa période de rotation et donc sa distance. Pour calculer sa taille, c'est tout aussi intuitif. Plus la luminosité baisse, et plus ça veut dire que l'objet qui passe devant l'étoile est grand. La méthode des transits, elle permet donc une estimation assez précise du rayon d'une exoplanète. Mais bon, là encore, la méthode a son lot de difficultés, d'avantages et d'inconvénients. Par exemple, si le Soleil, la planète et le télescope ne sont pas parfaitement alignés, il se peut que la planète ne passe qu'en partie devant l'étoile. C'est le cas par exemple lorsqu'il y a des éclipses non totales sur Terre, parce que l'alignement n'est pas parfait. La baisse de la luminosité ne sera pas totalement exacte, et donc l'estimation sur sa taille non plus. Donc, il faut, encore une fois, comme pour les vitesses radiales, que le système solaire qu'on observe soit pile sur sa tranche, pour que la planète passe parfaitement entre nous et l'étoile. Mais un avantage, c'est que pour la méthode des vitesses radiales ou la méthode des transits, dans les deux cas, la configuration doit être la même. Ça veut dire qu'on peut utiliser ces deux méthodes sur la même étoile pour déjà vérifier les résultats, et puis en plus pour compléter les données, parce que chaque méthode apporte des informations différentes qui peuvent se compléter. Dans un cas, on obtient la distance et la masse de l'étoile. Puis dans l'autre, on peut confirmer cette distance, mais on peut aussi obtenir sa taille. Et alors si on connaît la taille et la masse de la planète, alors les physiciens peuvent en déduire sa densité, et donc avoir une première idée de sa composition. C'est le cas par exemple d'une planète récemment qui a été découverte, qui fait plusieurs fois la taille de la Terre, mais dont la masse était beaucoup plus faible que prévu, ce qui indiquait probablement qu'une grande partie de sa composition est en fait de l'eau. Et c'est pas tout, car si par chance la planète a une atmosphère comme la Terre, quand elle va passer pile devant son étoile, une infime partie de la lumière qu'on reçoit est en fait de la lumière qui est passée à travers l'atmosphère. Et donc avec des appareils suffisamment puissants, vous pouvez non pas lire le spectre de l'étoile, mais le spectre de l'atmosphère de cette exoplanète. Là encore, si on le convertit en spectre audio, ça donne ça. Une belle mélodie où chaque fréquence qui compose ce spectre correspond à un composé chimique. De l'eau, de l'oxygène, du méthane, des ingrédients qui sont autant d'indices dans la recherche de la vie. L'objectif étant de trouver l'accord parfait. La plus belle harmonie où cet amalgame de composants dans l'atmosphère ne pourrait être rendu possible uniquement grâce à la présence de vie organique. La méthode des transits est donc la seule actuellement qui nous permette d'obtenir potentiellement une preuve de vie ailleurs. Voilà pour la méthode des transits. Une méthode bien moins étrange que la dernière méthode que nous devons à Einstein, et oui, encore lui, et elle fait appel à la déformation de l'espace-temps induit par la matière. Vous le savez, Willy en a déjà parlé, plus un objet est massif, et plus il déforme l'espace-temps. Un peu comme une toile tendue sur laquelle vous poseriez une boule de billard, qui déformerait la toile tendue, mais elle la déforme beaucoup moins que si vous mettiez une boule de bowling. C'est pareil pour l'espace. Vous avez sans doute déjà essayé de faire du feu avec une loupe. Eh bien, le phénomène est bien pratique pour expliquer l'action des lentilles gravitationnelles. D'après sa théorie de la relativité générale, de même que la loupe concentre les rayons du Soleil, les objets massifs, comme les galaxies par exemple, vont tellement déformer l'espace qu'il va se comporter comme une lentille, et cette lentille gravitationnelle va concentrer la lumière des astres qui se trouvent en arrière-plan. Ce sont ces fameuses lentilles gravitationnelles. Mais bien que beaucoup moins spectaculaires, des astres moins massifs comme des étoiles ou même des planètes sont aussi capables de tordre l'espace, et donc de concentrer très légèrement la lumière. On parle de micro-lentilles gravitationnelles. Et là encore, je vous propose d'écouter, une fois de plus, la transcription audio de la quantité de lumière reçue par une étoile très lointaine. Mais alors que vous écoutez ça, entre cette étoile et nous, une autre étoile, plus proche, qui se déplace et qui, en bougeant, s'apprête à passer juste devant la première étoile, plus en arrière, et ce dans un alignement parfait. L'étoile de devant va alors dévier et concentrer un tout petit peu la lumière de l'autre étoile située toute derrière, et va intensifier brièvement son éclat jusqu'à 1000 fois.
c'est cette augmentation progressive de luminosité, puis cette baisse, que vous entendez. Rembobinons et réécoutons. Vous entendez la luminosité de l'étoile en arrière-plan, qui augmente à mesure que l'étoile au premier plan passe devant. Et puis, tout à coup, vous entendez ça. Un pic d'intensité très rapide, en plus. Ça, c'est la preuve que nous cherchions. Parce qu'une exoplanète, on l'a dit, même si elle a une masse infime, elle déforme un tout petit peu l'espace. Et donc, elle aussi agit comme une micro-lentille gravitationnelle. Et lorsque l'étoile et sa planète, donc, passent devant une source de lumière, l'étoile et la planète vont produire chacune une déviation de la lumière. Et dans les bonnes conditions, la lumière déviée par la planète et par l'étoile vont se superposer en un point de concentration infini. Exactement comme votre loupe quand vous essayez de démarrer votre feu et que vous l'alignez correctement pour que tous les rayons se concentrent en un point. C'est le pic que vous avez entendu. C'est la preuve donc qu'une planète se trouve à proximité. Alors là, je ne vais même pas essayer de vous expliquer comment on en déduit les informations sur la planète, parce que ce sont des interprétations très complexes de phénomènes optiques, mais sachez que, en analysant la durée et l'intensité de ce pic de lumière, on peut retrouver la masse, la distance de la planète, et ce avec une précision inégalée. C'est la méthode qui est la plus fiable et la plus sensible à ce jour, et qui, justement, permet de combler les lacunes des autres méthodes. Elle est la seule à pouvoir détecter avec certitude des petites planètes comme la Terre, et qui orbitent relativement proche de l'étoile, donc celle qui nous intéresse le plus finalement. C'est aussi la méthode qui permet de détecter des exoplanètes à des distances prodigieuses, plus que n'importe quelle autre. Mais bon, vous l'avez compris, à chaque méthode ses inconvénients. Premièrement, un tel événement, c'est quand même très rare. Il faut que l'étoile passe parfaitement devant une autre étoile en arrière-plan. Un tel événement survient dans une étoile sur 1 million. Et puis l'autre problème, c'est que, d'une part, la période d'observation est très courte, le phénomène ne dure que quelques dizaines de jours, et puis surtout, il est fort à parier que l'événement ne se reproduira plus jamais. Et c'est là toute la cruauté de notre univers. Il nous donne la possibilité de découvrir une exoplanète dans le mouvement furtif d'une étoile dont on ne pourra plus jamais avoir accès, emportant dans sa danse ses secrets à jamais. J'espère que vous vous rendez mieux compte de l'incroyable concentration à la fois de connaissances théoriques et de technologies de pointe, que ce soit dans le domaine de l'optique, des capteurs, des lasers, etc., que nécessite l'observation et la détection de ces mondes lointains. Mais alors, au risque de me contredire sur ce qui a été dit en guise d'introduction, c'est-à-dire grosso modo en prenant une photo des planètes, est possible. Mais bon, vous pouvez ranger votre smartphone, parce que le phénomène est quand même très exceptionnel. Une exoplanète, c'est loin, et ça n'émet aucune lumière. Elle ne fait que renvoyer une petite partie de la lumière du Soleil. Et puis finalement, elle est indiscernable de l'éclat de l'étoile beaucoup plus puissant. Mais les astrophysiciens sont têtus, et pour y parvenir quand même, ils utilisent 2 artifices. Le premier, c'est la coronographie. Cette technique, elle est très simple. Quand vous êtes ébloui par le Soleil, vous mettez votre main au-dessus de vos yeux pour cacher les rayons du Soleil, ce qui vous permet de voir mieux. C'est pareil pour les étoiles. On place un petit cache sur la lentille pour masquer l'étoile dans le champ de vision. Et puis une autre méthode plus complexe consiste à éliminer la lumière de l'étoile en temps réel grâce à des systèmes très complexes de miroirs déformables. Là encore, si on veut faire une analogie auditive, c'est un peu comme vos écouteurs qui sont capables d'annuler le son ambiant pour que vous n'entendiez plus rien. Même des images d'une taille infime de quelques pixels suffiraient pour révéler la présence d'océans ou fournir des informations sur sa composition, son atmosphère par exemple. Voilà donc le panel de méthodes qui s'offre à nous. Les recherches dans le domaine sont évidemment en plein essor et les découvertes sont quasi quotidiennes. Tout à l'heure, je vous parlais de comment on pouvait identifier des composants présents dans l'atmosphère de ces exoplanètes. Eh bien, en analysant très minutieusement comment la lumière de l'étoile est masquée, absorbée ou réfléchie lorsqu'une planète passe devant, et en scrutant les plus infimes changements de luminosité, il sera bientôt également possible de cartographier ces planètes sans même les avoir vues. De la même façon que de la neige renvoie beaucoup plus de la lumière que de la roche, chaque matériau a des propriétés physiques différentes et a une façon très précise de renvoyer la lumière.
Et donc ce principe permettrait d'en déduire sa composition, ou même des phénomènes météorologiques, comme la réflexion de la lumière par des nuages par exemple. Voilà tout ce qui nous attend, tout ce qu'il reste à faire. Et puis, pour terminer peut-être sur une note encore plus renversante et encore plus rêveuse, il serait même possible d'obtenir, tenez-vous bien, une photo ultra détaillée en haute définition d'une exoplanète, comme les photos qu'on voit de la Lune ou de Mars. Et ça sans avoir besoin d'envoyer une sonde directement là-bas. Tout ça en restant tranquillement dans notre système solaire. Alors comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, encore une fois, le but est d'utiliser à notre avantage la déformation de l'espace. Mais cette fois-ci, la déformation de notre Soleil. On l'a dit, plus un objet est massif, plus il déforme l'espace. Et donc, il dévie la trajectoire de la lumière, exactement comme une lentille de verre. Mais vous connaissez tous un cas où une lentille de verre peut faire grossir une image. C'est le cas d'une loupe. Ça voudrait dire qu'on pourrait arriver à fabriquer une sorte de loupe cosmique. Eh bien oui, c'est le cas. Notre étoile peut être utilisée comme une loupe, mais une loupe un peu spéciale. Faites une petite expérience si vous le pouvez, en même temps ou après, une fois que vous serez rentré chez vous. Prenez un verre à pied, retournez-le pour avoir le dessous du pied face à vous. Maintenant, pointez ce verre en direction d'une petite source de lumière ponctuelle et pas trop puissante pour pas vous faire mal aux yeux. Il suffit d'une petite LED, comme les petites LED rouges sur vos appareils en veille, ou une LED verte sur votre box internet, peu importe. Et si vous vous placez correctement, vous devriez voir les rayons lumineux déformés et grossis, et vous allez voir se former un anneau de lumière dans le pied du verre. Dans notre cas, le pied du verre, c'est notre Soleil. L'image d'une exoplanète serait grossie et déformée en se présentant comme un anneau de lumière autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle un anneau d'Einstein. Alors vous allez me dire, c'est bien, ça grossit peut-être, mais enfin c'est tout déformé. Pas de panique, les scientifiques savent reconstituer la vraie image à partir de ce type de déformation, et ça s'appelle d'ailleurs la déconvolution. Et là encore, je vous entends dire, bon alors, si on sait le faire, qu'attend-on ? Le problème, c'est que comme dans le cas d'une loupe, il faut placer son œil à la bonne distance. Pas trop près ni trop loin, sinon on voit flou. Eh bien la bonne distance, quelle est-elle ? Elle est à 83 milliards de kilomètres. Donc bien plus loin que Pluton. C'est même bien plus loin qu'aucune sonde n'est jamais allée. Les sondes Voyagers, par exemple, qui voguent à travers l'espace depuis 50 ans, ne sont seulement qu'à une vingtaine de milliards de kilomètres. Et l'autre problème, c'est qu'à cette distance, l'image d'une exoplanète nous apparaît grossie de 100 milliards de fois. Et donc cette image aurait une taille d'1 kilomètre de large. Il est impossible évidemment de fabriquer un télescope avec un capteur d'1 kilomètre. Donc il faut imaginer des systèmes ingénieux pour parvenir à nos fins. Certains imaginent des flottes de petits satellites envoyés par dizaines, propulsés par des voiles solaires et accélérés par des jets de laser émis depuis la Terre. Et grâce à ça, la durée du voyage pourrait être considérablement réduite en quelques dizaines d'années seulement, donc à l'échelle d'une vie. Et alors une fois atteint ces 80 milliards de kilomètres, la flotte de mini-satellites se disperserait, chacune captant une portion de l'image totale et formant ensemble un réseau de satellites qui, une fois combinés, permettra de reconstituer l'image dans son ensemble. Bien sûr, tout ça prend du temps, toute la faisabilité autour du projet, tous les défis technologiques qui nous attendent. Et on ne peut qu'espérer que cela soit rendu possible, peut-être, de notre vivant. Mais si tel était le cas, alors on ne peut qu'imaginer la puissance, le vertige ou l'émotion que provoquerait la première image d'un monde extraterrestre, à la vue de son atmosphère, du moindre nuage, de la moindre rivière, des lacs, des étendues désertiques ou des canopées, ou voire peut-être même de la lumière artificielle, signe d'une intelligence à sa surface. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Dans le prochain épisode, nous continuerons cette quête de monde habité, mais cette fois-ci beaucoup plus dans l'imaginaire, où nous chercherons à nous représenter le paysage de ces planètes, leur composition, ou pourquoi pas peut-être même la vie qui pourrait y être présente. Enfin, bien sûr, avant de terminer cet épisode, comme l'a dit Willy en introduction, merci beaucoup à vous de nous envoyer vos questions, vos messages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les sites de streaming. En tout cas, ceux qui nous les ont envoyés se reconnaîtront dans ces remerciements sincères.
Et puis je lis quand même le commentaire que nous avons reçu de Alm3556 qui nous dit « Magique, un conte scientifique, philosophique, poétique, hypnotique que j'ai plaisir à me laisser narrer et à réécouter car tous les mots y ont un sens pour approcher les mystères de l'univers, plutôt littéraire que scientifique. Ce podcast me permet aussi de découvrir une véritable esprit créatif, une vraie audace de penser le monde chez les scientifiques qui sont donc aussi d'authentiques artistes. Un grand bravo et un grand merci. » Merci beaucoup Alm3556, à bientôt pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.